J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, pour le numéro 54 de MPCM, Abigail Seran, à qui je pose les trois traditionnelles questions. Enfin, c'est une seule question. Elle va nous proposer trois livres qui l'ont marqué avant que nous continuions notre conversation. Alors d'abord, je vais parler de Véronique Hemenegger. Son dernier livre s'appelle Vénus partielle, qui est publié aux éditions BSN Press, qui fait partie de cette collection Hypercute de BSN Press et qui est un livre très nerveux sur une enfant hyperactive et c'est très sympa. Ensuite, je parlerai de Triste Tigre parce que je pense que c'est incontournable ce livre. Il a été tellement marquant. Prix Goncourt cette année. Prix Goncourt de la Suisse et prix Femina, sauf erreur. Et c'est vraiment un livre très très fort, extrêmement intense. Et puis le dernier dont je parlerai, c'est un petit clin d'œil en avance parce qu'en fait il s'agit de Marlène Maurice, L'Escarpé, qui sort la semaine prochaine et qui est un très bon livre aux éditions Favre. Et la couverture est très très belle et que je suis en train de lire, donc je n'ai pas terminé encore. D'accord. Et puis puisque vous avez parlé de la collection BSN Press, ça c'est votre dernier livre, Big Challenge. L'histoire de la nécessité à un moment donné de perdre un peu du poids. Certains qui ont lu beaucoup de vos livres, c'est pas mon cas, m'ont dit que cet ouvrage-là, qui est le dernier, c'est en quelque sorte votre sourire en littérature par rapport aux autres. C'est juste comme remarque? Oui, c'est joli. Effectivement, alors c'est toujours difficile de dire, d'avoir un avis sur ses propres ouvrages, mais il y a plein de gens qui l'ont lu, qui ont dit qu'ils avaient beaucoup ri, notamment encore au Salon du Livre ce week-end. Et effectivement, il est un peu dans la veine des Chroniques d'une maman ordinaire, qui était aussi assez caustique. Il est bien dans l'esprit Montezin. Alors, puisque vous abordez le Salon du Livre, c'était plus tard dans ma conversation, mais comme je prends au bol tout ça, comment vous vivez un salon comme ça où il y a énormément de monde, où les lecteurs et les visiteurs finalement sont confrontés à une masse de livres, d'éditeurs, d'auteurs, de signatures, de conférences, etc. Est-ce qu'on se sent perdu ou au contraire membre d'une communauté qui fait partie de votre personnalité en fait? Ouais, moi vraiment je pense que certes c'est un grand raout et puis c'est une grande halle, mais c'est très convivial et puis c'est l'occasion de rencontrer beaucoup d'auteurs qu'on croise sur les réseaux sociaux et puis d'échanger. Alors c'est clair que pour la MEL c'est magnifique d'avoir cette opportunité de rencontrer tous ces gens. Et puis en tant qu'autrice, moi j'adore. Je trouve que c'est toujours des moments où il y a plein de rencontres qu'on n'aurait pas faites autrement. Il y a ce brassage qui est hyper chouette et hyper sympa. Donc non, moi j'aime beaucoup. Et puis le fait parfois d'attendre comme auteur que les gens viennent, parce que finalement les livres vendus, ça se compte plutôt par unité que par centaines, si on fait abstraction des grands auteurs. Est-ce que c'est un peu désolant ou ça fait partie en quelque sorte du job? Ça fait partie du jeu et puis je pense qu'il faut être ouvert aux rencontres et il y en a toujours des très belles dans ces moments-là. Moi, c'est vraiment toujours un moment que j'apprécie. Alors bien sûr que quand on voit la fille qui attendait le dernier ouvrage de Joël Dicker et puis où ils ont même dû interrompre pour laisser le passage tellement il y avait de monde, ça fait rêver, mais c'est pas, je pense pas que l'important ce soit le nombre de livres qu'on vende. L'important c'est vraiment le moment d'échange, c'est de toucher des gens qu'on ne rencontre pas autrement. Là il y avait une blogueuse qui habite en Lettonie qui était là, c'était magnifique de pouvoir la rencontrer, puis il y a toute la Suisse romande et au-delà, donc ça se produit qu'une fois par année. Je m'interrogeais en préparant brièvement cette émission, votre premier contact avec votre premier éditeur, ça s'est fait comment pour votre premier livre? En fait, j'ai fait comme tous les auteurs dans ce cas-là, j'ai envoyé à un certain nombre de maisons d'édition et puis plaisir françaises et suisses, quelques-unes françaises, passablement de Suisse, et puis j'ai deux maisons qui m'ont répondu favorablement. Et on choisit comment alors? Il y avait eu un feeling avec Plaisir de lire, c'est quand même une des maisons historiques de Ramu, elle était là, enfin elle allait fêter ses 90 ans, donc c'était une institution qui était vraiment en place depuis longtemps, et
et assez naturellement. Et puis Isabelle Cardi-Sisley que j'ai eu au téléphone, et l'équipe que j'avais eu au téléphone par après, fait que c'était très sympa. Puis c'était assez naturel d'être. Alors je recommence le cours que j'avais prévu. Donc je prévois des petites définitions dans le dictionnaire du diable. C'est des définitions assez caustiques. Celle que j'ai choisie ici à propos de l'écriture, c'est écrivailleur. Écrivailleur, un écrivain professionnel dont les vues ne s'accordent pas avec les nôtres. Ça vous donne quoi comme petite réflexion, cette définition caustique? Qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Je crois que c'est un peu le principe. Il y aura des gens qui apprécieront ce qu'on fait, et puis il y a des gens qui, au contraire, n'aiment pas du tout. Et puis il y a des gens des lectrices et des lecteurs qui aiment un livre, reviennent vers vous et puis vous disent j'ai mieux aimé l'autre avant, ou l'inverse, ça fait partie. Alors l'écrivailleur pour vous c'est l'écrivain que vous n'aimez pas, et l'écrivain c'est l'auteur que vous appréciez. Pas forcément, pas forcément. Moi je dirais que c'est ouvert, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas forcément un écrivain ou un autre, ou une écrivaine ou une autre. Après ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu. Et puis un livre, comme un éditeur d'ailleurs, ou un lecteur ou une lectrice, c'est une rencontre. Alors il y a des jours où on est bien luné, puis d'autres on est moins bien luné. Ça se passe plus ou moins. Alors il y a cet auteur valaisan qui nous a quittés cette semaine, Narcisse Prat, qui écrivait régulièrement à l'Index, qui a son dictionnaire insolent, que je vous recommande. Et j'ai pris l'habitude également de sortir une définition. Comme on est dans le champ de l'écriture, j'ai posé celle de l'écrivain. Donc c'est un écrivain, un auteur qui l'écrit. Écrivain, qui peut se prévaloir de cette appellation? Une interrogation au départ. Celle ou celui qui peut se flatter de gagner sa vie en écrivant romans, nouvelles, pièces de théâtre ou poèmes, ou plutôt celui dont les œuvres sont destinées à traverser siècles et millénaires. Homère, Dante, Alighieri, le Cervantes, éclairer notre lanterne. C'est la lanterne d'Abigail Serran par rapport à cette double acception du mot, ça serait quoi? J'ai eu... Est-ce que c'est trop prétentieux finalement? C'est ça la question. Ouais, est-ce que c'est trop prétentieux de dire je suis écrivain? Alors, moi j'ai mis très longtemps, il m'a fallu quand même 3-4 livres. Vous êtes écrivaine ou écrivain? Je suis écrivaine, il n'y a pas de raison de ne pas féminiser le mot. Même l'Académie française maintenant a accepté cette féminisation des mots. Et je dirais que pour moi, cette notion d'écrivaine ou d'écrivain, elle est venue... Vraiment, il a fallu du temps. Je crois que la première fois, c'était en interview à la Radio Suisse Romande pour Jardin d'été, donc j'en avais quand même écrit quelques-uns avant, où effectivement il y a ce thème d'écrivaine qui est sorti, et j'ai presque eu un moment de recul parce que je disais autrice. Maintenant, après 8 ouvrages, après un certain nombre d'ouvrages collectifs, et puis les décrire ma ville, c'est un terme que j'ose utiliser. Mais il a fallu bien quelques années. Et puis je pense qu'on est qualifié par les autres en fait. D'accord. C'est plutôt une acception de fierté que vous le ressentez plus. À un moment donné, vous auriez pu le ressentir comme une vantardise, et aujourd'hui c'est un moment de fierté, ce mot pour vous. Je ne sais pas si c'est une question de vantardise ou non. Je pense que c'est un grand terme. Quand on parle d'écrivaine et d'écrivain, on pense... Enfin, Narcisse Prat le dit bien, on pense à des grandes figures. Donc, à un moment donné, se dire on fait partie de cette cour-là, ça reste quand même quelque chose... oui, c'est plus... Ça vient... Pour moi, c'est vraiment venu des autres. C'est-à-dire qu'il a fallu la terminologie des autres. Il a fallu aussi l'Irlande. En Irlande, effectivement, je me suis inscrite à l'Irish Writers Center. Et puis, en fait, il y a différents statuts, professionnels ou non. Et j'ai rempli tous mes critères. Et puis, tout d'un coup, j'ai reçu un courrier qui disait « Of course, you're a professional writer ». Et puis, en fait, c'est ça qui a... Quelque part, c'est ça qui m'a légitimée. Donc, mais ça reste un grand terme. Je reçois aujourd'hui Abigail Serran, écrivain, mais aussi Abigail Serran, directrice de la MEL. Donc la MEL, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la maison des écrivaines et des écrivains et de la littérature, et des littératures. Alors avant de parler du contenu de la MEL, j'aimerais que vous expliquiez le titre, en quelque sorte, chaque mot du titre, parce que je crois que ça a été réfléchi, c'est pas lancé comme ça, etc. Donc je répète, maison
des écrivaines et des écrivains et des littératures? Alors effectivement, ça a été une grande réflexion au niveau du comité de pilotage en 2022, quand on a lancé ce projet. Comment est-ce qu'on allait appeler ce lieu? Je crois que c'est Nicolas Couchepin qui a parlé des littératures, qui faisait partie du comité de pilotage. Nicolas Couchepin, alors c'est une magnifique plume de Suisse romande que je recommande à tout le monde, un magnifique écrivain. Alors. Oui, absolument. Et lui c'est lui qui a parlé de ces littératures, et je trouve que c'est très juste, et d'ailleurs on essaye on va peut-être en parler, mais on pourquoi essaye le pluriel? Pourquoi le pluriel? Parce que je pense qu'il y a effectivement la littérature blanche, et puis après il y a d'autres littératures, la littérature noire, et puis il y a toutes sortes d'écritures. On essaye à la MEL d'avoir de l'écriture de BD par exemple, de l'écriture de chansons, de l'écriture humoristique, et ça fait partie de la litérature. Donc le pluriel renvoie à cela. Le pluriel renvoie à la diversité des types d'écriture qu'on peut avoir. Et puis alors, le mot maison, peut-être expliquer pourquoi le mot maison. Oui, c'est très important. Voilà, même si on est au château et qu'on utilise un petit espace du château de Montet, enfin un petit un espace, c'est quand même 100 mètres carrés, mais c'est un espace, un morceau du château, il y avait cette idée de toit, de regroupement, et maison, ça nous semblait le plus enveloppant en fait. On a essayé des tas de choses, et puis on est revenu à ce terme assez simple. Il existe la Maison Rousseau de la littérature aussi, à Genève, et il y avait ce sentiment que voilà, on abritait les écrivaines et les écrivains, et puis effectivement, il y a eu la volonté de bien marquer les écrivaines et les écrivains, d'être inclusifs dans le nom. Le point médian qu'on utilise à l'écrit, il ne s'entend pas forcément quand on le lit, et donc c'était important pour nous de bien souligner que c'était vraiment ouvert. Féminin et masculin. Exactement. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'activités, etc. On va en parler un tout petit peu. Sur votre site, je recommande le site, c'est mel.ch. Exactement. Il y a toute une série de rubriques. Oui, Mel, c'est M-E-E-L. En fait, il y a toute une série de rubriques. Et puis, il y a des cours qui sont destinés, on va dire, aux débutants, aux émergents et aux confirmés, en quelque sorte. Donc, alors, peut-être indiquer ce que recouvrent ces trois termes. Alors, il y avait effectivement cette idée, quand on a mené cette réflexion sur cette maison, on s'est dit à qui elle est destinée. Et puis, évidemment, il y avait la notion d'écrivain et d'écrivaine confirmée. On a repris... confirmé, on va dire, c'est publié par des maisons d'édition. Exactement. Et qui les ont acceptés comme auteurs. Absolument. Et en fait, ces définitions-là, elles sont issues des dispositifs de l'État du Valais. Donc on a repris des explications et des terminologies qui étaient officielles. Donc confirmé, on va dire, auteur agréé par une maison d'édition. Tout à fait, qui ont été publiés à compte éditeurs et qui donc sont éligibles, par exemple, aux bourses ou à Littérature Pro. Et puis ensuite, il y avait cette idée d'émergence, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont déjà dans l'écriture, qui ont un premier ou un deuxième texte, qui commencent vraiment à émerger, à éclore, et qui ont besoin d'accompagnement pour rentrer dans ce monde littéraire qui est un monde assez particulier, puisqu'en fait, je rappelle que par rapport à la musique, ou bien au théâtre, aux arts visuels, en fait, à part l'Institut littéraire de Bienne, on n'a pas d'école pour apprendre à écrire, et l'Institut littéraire de Bienne, ça touche en fait en 15 ans d'existence 4 valaisannes et valaisans, donc c'est pas beaucoup. Donc en fait, la majeure partie des gens arrivent à l'écriture par des biais divers et variés. Je suis juriste à la base, il y en a d'autres qui ont fait des lettres, ou d'autres qui ont fait d'autres parcours de vie et qui se mettent à l'écriture. Donc il y avait cette notion d'émergence, et puis les débutants, en se disant, c'était intéressant aussi de leur mettre le pied à l'étrier, de leur offrir, vous l'avez dit, des ateliers d'écriture, d'avoir l'occasion d'expérimenter un certain nombre de choses. Et cette maison, elle se veut vraiment inclusive là aussi autour de l'écriture, en disant l'écriture, c'est ce qui nous tient ensemble, c'est ce qui fait qu'on est sous ce toit-là, mais quel que soit son statut et son parcours, qu'on soit comme Narcisse Prat, un auteur reconnu, ou bien qu'on soit au balbutiement de son écriture et qu'on se dise j'ai envie d'écrire, puis j'ai envie d'aller quelque part, cette maison, elle est là pour ces gens-là. Alors peut-être, il y a toute une série de cours, je recommande aux gens d'aller les voir, mais on va juste présenter un par catégorie, qui vous vient à l'esprit comme ça spontanément. Alors pour les débutants, peut-être le prochain ou l'un de ceux qui vous tient à cœur. On est en plein dedans, il y a les cours de
de l'édition. Et ces cours de l'édition, c'est vraiment pour expliquer qu'est-ce que c'est comment ce ça monde marche. littéraire, comment ça marche. On a des éditeurs qui viennent. On a eu Michael Perruchou la semaine dernière. Pour Cousu-Mouche. Pour Cousu-Mouche, exactement. Laurence Mallet-Okama qui vient la semaine prochaine. Elle devait venir cette semaine, mais elle sera là la semaine prochaine. On a Yasmina Cordonnier qui, en tant que libraire, vient expliquer la chaîne du livre. Donc on est vraiment là autour je dirais, de comment c'est ce monde littéraire, à qui je m'adresse, comment je fais et comment j'entre là-dedans. Ouais. Et puis alors, par exemple, pour les émergents, un cours différent. Parce que de nouveau, je conseille à tous ceux qui aiment la littérature d'aller sur ce site. Vous verrez qu'il y a toute une série de cours. On ne peut pas tous les aborder aujourd'hui. On fait juste un survol. Alors pour les émergents, effectivement, on a des ateliers soit plutôt en lien avec la littérature elle-même, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle les ateliers du jeudi, 8 jeudis par saison, des écrivains confirmés qui viennent donner un atelier sur une thématique précise. Donc parfois la dernière par exemple, c'était laquelle? Alors je vais parler peut-être la prochaine. de demain, exactement. Demain, 14 mars, on aura un atelier donné par Evelyne Berthaud, poétesse bien connue de la région, qui va permettre de se dire, en fait, je fais déjà des expérimentations un peu au niveau littéraire, et puis j'ai envie d'essayer d'autres choses. Donc, on aura Stéphanie Glacet en termes de plume noire, enfin, on a vraiment, ou Philippe Lamont au niveau de l'écriture humoristique, ou Guillaume Favre en termes d'écriture de l'intime. Donc, on a ces thématiques, ça peut s'adresser aussi à des débutants, mais c'est vrai que voilà, souvent ce sont des gens qui écrivent un peu et qui viennent. Les exemples que vous avez pris là, c'est aussi sur la troisième catégorie des confirmés, j'ai vu, mais qu'est-ce que serait le cours en quelque sorte pour les confirmer. Parce que parmi ceux que vous avez cités, il y en a ceux qui sont aussi dans la rue. Oui, tout à fait, absolument. Et on a ouvert. Voilà. Mais vraiment destiné aux confirmés, on a le dernier cycle de l'édition. Le dernier cycle de l'édition qui, lui, est vraiment en lien avec le développement professionnel du métier d'écrivaine et d'écrivain. Ça renvoie de nouveau au fait de l'absence de formation. Donc, en fait, on fait de la formation continue et on offre la possibilité de faire de la lecture à voix haute parce qu'en fait, quand on écrit dans son coin. Et puis, tout d'un coup, il faut passer à l'oral et puis, voilà, on n'est pas toujours... Par exemple, vous, quand vous avez fait celui-là que je représente, le Big Challenge, est-ce que vous avez fait une lecture personnelle à voix haute du livre ou de passages du livre avec votre voix? Oui. Et vous l'avez entendu de tiers aussi? Parce que l'effet n'est pas le même. Non, tout à fait. Alors, moins sur le Big Challenge, plus sur d'autres, notamment sur Une maison jaune, qui a été passablement lue. Et oui, c'est toujours très, très surprenant quand tout d'un coup, quelqu'un lit et puis on entend. Puis des fois, il y a des phrases... Enfin, c'est quelque chose que j'encourage toujours les jeunes écrivains ou écrivaines à faire, c'est à lire à haute voix parce qu'on entend si la phrase elle fonctionne pas, ou il y a un accroc, ou quand on change un mot à la lecture, c'est que probablement il faut qu'on change à l'écrit aussi. Donc, dans le cours sur l'édition, alors le contenu, en gros, il y a quoi? Alors, de la lecture à voix haute, de la gestion des réseaux sociaux, d'Internet, son site Internet, et puis ce qui nous semble très important, du média training. C'est l'exercice qu'on est en train de faire. Et puis, ça, c'est un exercice qui est pas facile, parce que il y a la radio, il y a la presse. Je pense que souvent, les gens qui écrivent, ils ne réalisent pas qu'au moment où ils vont publier, ils vont se retrouver dans ce scénario de devoir parler de leur livre. Alors à la fois, il y a une espèce de frénésie de se dire « Oh mon Dieu, je vais être interviewé par la radio, la presse écrite, etc. » Et puis à la fois, il y a quand même le fait de redouter, notamment la caméra, notamment le micro. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu mettre ça en place, pour vraiment permettre de comment est-ce qu'on pitch un livre, comment est-ce qu'on parle de son livre, jusqu'où on veut aller. Comment on gère le temps s'il est limité ou bien pas? Ici on a le temps, mais souvent tout à fait. On est précis, sur la montre, on est précis sur le... Et puis il y a une autre activité, alors je ne sais pas si elle est sur le site, mais en tous les cas qui est connue, c'est le mentorat. Est-ce que vous pouvez juste expliquer en quoi ça consiste? Alors en fait, dans le cadre de Littérature Pro en Valais, il y a la possibilité d'avoir une bourse de mentorat, c'est-à-dire que c'est un auteur ou une autrice confirmée qui va accompagner durant une année un auteur ou une autrice débutant, enfin pas débutant, plutôt émergent. Et puis en fait, on s'est rendu compte que les gens nous disaient c'est super, mais moi en tant que mentor, comment je trouve un jeune, alors jeune pas forcément en âge, mais nouvellement arrivé en littérature, et respectivement, grâce à Maureen Format qui travaille avec moi et qui a fait l'Institut littéraire de Vienne, elle disait moi je connais plein de jeunes
jeunes auteurs et qui est actif dans la Sève Jeune. Je connais plein de jeunes auteurs, on aimerait bien faire partie de ce programme. Et puis, en fait, on ne sait pas comment les trouver. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé déjà deux années consécutives une soirée de speed dating littéraire. Expliquez, parce que oui, c'est assez sympathique. C'est 7-8 minutes. C'est 8 minutes par personne. Et puis, c'est vraiment sur le principe du speed dating, c'est-à-dire qu'on tourne. Je suis en principe la gardienne du temps et puis je suis très stricte. Je pousse des hauts cris. Ça veut dire qu'il y a une rencontre entre un confirmé et un débutant, en gros, ou quelqu'un qui envisage d'écrire, et pendant 8 minutes, il y a une sorte d'échange. Il y a un échange. L'idée, c'est vraiment de créer du lien. Après, voilà, comme toujours dans la vie, il y a des gens avec lesquels on s'entend bien, d'autres où on s'entend moins bien. Mais ça des littératures qui ne conviennent pas, etc. Exactement. Et ça, je dirais que c'est pas très... Enfin, pour moi, c'est pas le plus important. L'important, c'est de créer du lien et puis de permettre cette rencontre. Et puis, c'est une soirée qui est vraiment super sympa. On finit par un apéro parce qu'on va aller, c'est sympa. Là, je parle de tout à fait autre chose. On a un point commun, semble-t-il, c'est que on est un peu fan, entre guillemets, d'Antigone. Oui. J'ai vu que vous avez écrit le journal d'Antigone, oui. C'est quelque chose qui m'a traversé. Moi, c'est à travers le séminaire 7 de Lacan que je conseille à tout le monde. Mais Antigone, pour vous, c'est quoi alors? C'est quoi, c'est qui et quel... Parce que là, je dois dire une chose avant que vous répondiez, c'est que je parle non seulement à l'écrivain, je parle aussi à la juriste et puis effectivement à la citoyenne valaisanne peut-être. Antigone, c'est d'abord une pièce que j'ai rencontrée au collège à Saint-Maurice. C'est la seule œuvre que j'ai travaillée 2 fois. En première année, alors d'Anouilh d'abord, avec Pierre-François Mettan, qui est une figure bien connue et qui était mon professeur de français en première année. Et puis ensuite avec le professeur Athanasiades qui donnait, c'est un texte que j'ai eu en Mathu, et j'avais vraiment été fascinée par cette pièce, par ce rôle d'Antigone de ne pas respecter la loi parce qu'elle juge cette loi inadmissible et de ne pas avoir le droit d'enterrer son frère. Et j'ai lu Sophocle et moi j'étais une grande fan de Proust, j'aurais adoré à la Mathu passer sur Proust, mais j'ai tiré Antigone et j'ai eu, alors je vais avoir l'air très immodeste, mais j'ai eu la note maximale à l'oral de Mathu, et c'est un texte qui est resté comme ça dans ma vie. Et quand Lorenzo Malaguerra a annoncé qu'il montait Antigone de Sophocle pour la reprise post-Covid au Crochetan, j'ai tourné autour, quand j'ai su, j'ai tourné autour, et puis le dimanche, un dimanche soir, j'ai fini par lui envoyer un message en lui disant est-ce que je peux venir faire la petite souris, et puis ça tombait bien parce qu'en fait les répétitions, les lectures à table commençaient le lundi. Il m'a dit oui, et puis en fait j'ai suivi cette pièce, le montage de cette pièce, des premières lectures autour de la table jusqu'aux répétitions, jusqu'à toute la série Mais parce qu'il y a un livre que vous avez écrit, le journal d'Antigone. Alors c'est ça, c'est la chronique en fait. Le journal d'Antigone, c'est la chronique de cette reprise post-Covid de la pièce que j'ai suivie pendant à peu près, ça a fait 4-5 mois. Ça a commencé en juin et puis la dernière représentation a eu lieu, je crois, mi-septembre. Et j'ai chroniqué ce retour à la fois... Ah, le journal d'Antigone, j'ai l'impression, la chronique de ce moment théâtral. Exactement. Okay. Avec bien sûr le retour par rapport à mon lien au texte et puis par rapport à ce moment très particulier que vivait le théâtre, c'est-à-dire qu'on revient au théâtre avec toute la dimension aussi sociale que représente le théâtre. On a vu, on ne se retrouvait pas, ça s'est fait en extérieur, donc l'extérieur dit aussi tout le risque que ça prend quand on joue en extérieur. Ils ont eu beaucoup de chance et puis on a eu le plaisir de le sortir. J'en ai discuté avec mon éditeur qui a été d'accord de le publier et puis on a décidé de le sortir pour la reprise de la pièce en juin l'année suivante. Donc on peut dire qu'on va recommander nous deux à tout le monde la lecture de cette pièce de théâtre de toute façon, mais il y a beaucoup de facettes dans Antigone. Si vous deviez en retenir qu'une, ça serait laquelle? Moi, ce qui m'a fascinée en revoyant la pièce, c'est le côté extrêmement actuel par rapport au pouvoir, par rapport à ce Donc roi, ça c'est l'aspect, on va dire, légal ou anti-légal, etc. Bien. Oui, la notion de ce pouvoir politique qui est pris et l'injustice politique et la manière dont on suit ou dont on ne suit pas un roi, le fait que tout le monde va se retourner
après contre lui. C'est une pièce qui a 2000 ans et qui, au vu de la géopolitique actuelle, pour certains grands de ce monde qui ont pris le pouvoir, ben, c'est assez fou parce qu'on a l'impression de voir ça en direct et ça a 2000 ans. Et moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est le côté voilà, vie de la cité et politique de ce texte et la manière de est-ce qu'on suit, est-ce qu'on ne suit pas, et le malheur que ça va créer. Alors, je me pose à moi-même la question et j'ai en mémoire la description, on va dire, de Lacan quand elle entre dans le tombeau. Et puis, il dit là à quel point la laideur et la beauté sont proches. Parce qu'en réalité, c'est un acte beau, mais elle va vers la mort, qui on va dire la laideur absolue. Et il y a cette espèce de finesse de rattachement qu'il fait avec les cœurs et tout ça au moment bon. Mais enfin, on le recommande vivement. Vous avez un projet de livre. Enfin, je connais la réponse à cette question. Peut-être que je la tourne différemment. Est-ce que vous avez envie de parler de votre projet de livre? C'est un peu tôt. Je sais pas si ce sera un livre. C'est un texte qui existe, qui est terminé maintenant, qui est un texte très personnel. C'est le plus personnel que j'ai écrit jusqu'ici. Parce qu'en fait, je voulais venir là-dessus. Lorsqu'on écrit, en fait, on écrit toujours sur soi. Mais il y a une profondeur ou un décalage par rapport à ce qui peut se passer entre... Je présente, là, vous m'avez la délicatesse m'apporter des livres que je ne connais pas, mais je vais présenter. Donc, Marine et Lila au plaisir de lire. Juste un petit pitch en 10 secondes. C'est mon premier roman et c'est une histoire d'amitié entre deux femmes de deux générations différentes qui vont être touchées par la maladie. Et ça va être la manière dont la maladie va s'insérer dans leur vie. D'accord, ça, je pense qu'on est aussi un peu dans l'intime. Et puis ici, on a un autre jour, demain, aux éditions Luce Vilquin. Un petit pitch là. Alors ça, c'est un recueil de nouvelles. Et puis, ce sont plus de 20 histoires qui, à chaque fois, racontent un point de bascule de l'existence. Des fois, on le voit en direct, on comprend que c'est là que ça se joue. Puis des fois, il faudra 20 ou 30 ans pour réaliser que c'est ce jour-là, cette rencontre-là, qui a fait changer nos vies, en bien ou en mal d'ailleurs. Mais alors, quoi que ce soit qu'on écrit, on écrit quand même un peu sur soi, ou bien pas? Oui, je pense. En tout cas, on y met de soi. Moi, je pense qu'on y met de son expérience, on y met de sa vie, on y met de ses observations. Après, on est plus ou moins proche de soi. Voilà. Alors c'est ça, je voulais obtenir ça, c'est que l'intimité, la profondeur de l'intimité, on va dire les sortes de secrets qu'on peut garder, il peut y avoir des degrés, on va dire, dans les livres. On parle toujours de soi, mais peut-être on n'approfondit pas ce soi par pudeur, par différentes raisons. Est-ce qu'on peut dire que votre prochain projet, il est plus dans l'intime que les autres? Oui, il est plus dans l'intime que les autres. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, il verra le jour que s'il rencontre la maison d'édition qui peut le porter tel que j'ai envie qu'il soit porté. Mais oui, c'était un projet que donc vous avez déjà écrit, est-ce que par rapport à un texte comme ça et à tout ce qui a été produit, est-ce que vous pourriez dire qu'il y a plus on est dans la description de l'intime, peut-être, plus on est vrai et plus on est fier ensuite de l'avoir fini, ou bien pas? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. J'aimerais que ce soit comme ça, mais je sais pas. Je pense qu'en fait, chaque livre est chaque texte, que ce soit une nouvelle, que ce soit un roman, on y met beaucoup de soi déjà parce qu'il faut en accoucher, il faut le porter jusqu'au bout. On ne sait pas comment ça va être, la rencontre qui va se faire avec les lectrices et lecteurs. Mais le besoin de reconnaissance pour des livres si intimes que ça, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que la sagesse, ça ne serait pas de se dire que la reconnaissance, on l'obtient en quelque sorte de soi parce qu'on a fait quelque chose qu'on considère comme très bien? Oui, c'est pour ça que ce dernier texte, s'il n'est pas publié, c'est pas grave. Je pense qu'il peut avoir une portée intéressante, en tout cas c'est ce qu'on m'en a dit, parce que ça peut toucher au-delà de ce qui m'est arrivé à moi, mais après, voilà, c'est pas... Alors là, c'est pas votre premier livre, en fait c'est le dernier d'une série. Par exemple, pour celui-ci, est-ce que vous l'avez donné à lire à une ribambelle ou quelques-uns qui ont précédé la lecture de l'éditeur? Oui,
En l'occurrence, c'est un livre que j'ai écrit avec le coup de main de mon mari qui est sportif et j'avais besoin de sa Ah oui, peut-être qu'on peut dire aux lecteurs qui ne connaissent pas la collection, quel est le principe de cette collection? Le principe de la collection Hypercute, c'est que en fait, on doit écrire un texte à peu près 90 000 signes, donc ça fait à peu près 90 pages, qui a un lien avec le sport, quel qu'il soit. Et en l'occurrence, le lien avec le sport, c'est Nicolas est en surpoids, décide de se remettre au sport. On est dans le fitness. Voilà, et on est dans le fitness de manière large. Enfin voilà, il va arriver. Enfin le Covid ça va s'immiscer, ce qui va compliquer un peu sa vie. Donc on est dans cette situation où il faut faire du sport pour perdre du poids, et je me suis beaucoup amusée à le torturer plus ou moins du début jusqu'à la fin parce que je trouvais ça rigolo, mais il fallait que ce soit crédible au niveau sportif. Par exemple, ici on a cette couverture, donc il y a la touche naturellement de BSN Press, etc. Est-ce que c'est vous qui avez choisi la couverture, la construction, ou c'est le design de la maison d'édition? Non, c'est la couverture sur laquelle on a le plus travaillé, enfin de tous mes livres, c'est celle où on a vraiment beaucoup transpiré, c'est le cas de le dire, avec l'éditeur. Je pense qu'on a vu des milliers de photos et on s'est posé beaucoup de questions sur la manière dont on allait illustrer. On est parti dans des tas de directions différentes et puis on s'est échangé des photos qui nous paraissaient pas mal, donc on en a échangé beaucoup, et puis tout d'un coup je crois que je suis tombée sur celle-là, mais elle était beaucoup plus grande, et Giuseppe Meron a dit oui c'est celle-là mais on recadre, et voilà, et c'est comme ça qu'on y est arrivé. Mais c'était pas facile à illustrer parce que on voulait pas être dans le cliché, on voulait pas, et puis bon, après j'étais très contente. Je trouve que les couleurs sont sympas, ce jaune est un peu moutarde comme ça. Je posais la question du club de lecteurs, de l'auteur en quelque sorte, qui anticipe la lecture par la maison d'édition. Est-ce que par rapport au premier livre et à aujourd'hui, il y a une sorte de certitude, pas de la qualité, mais enfin de sa technique, qui fait que finalement la vie d'autrui à ce niveau-là, à ce stade-là, est moins important? Non, enfin, pour moi c'est toujours la même chose, c'est pire je dirais. Le doute il est permanent, il est présent, je m'en sors pas, j'ai toujours la tentation de tout jeter jusqu'au bout. Je suis terrorisée par ce que je fais, c'est jamais aussi clair dans ce que je veux faire que ce que j'ai fait. Enfin voilà, il y a toujours un décalage. Donc non, chez moi ça ne s'améliore absolument pas avec les années. Donc alors, pour ce livre-là, donc il y avait votre mari, est-ce qu'il y a des lecteurs externes aussi ou bien pas? Alors, avant la pause chez l'éditeur. Alors il y a toujours ma maman, parce que c'est à elle que j'envoie les fichiers, qu'on sauvegarde et puis qui lit au fur et à mesure. Et parce qu'on dit souvent que les proches sont de mauvais... ça c'est le discours des éditeurs. Oui, c'est vrai. Je pense pas que ce soit les meilleures personnes pour faire un retour, mais moi je m'amuse beaucoup avec ma maman parce que, pas sur des textes aussi courts, mais sur des textes un peu plus longs, parfois je lui demande où elle voit le texte aller. Et si c'est trop évident, ça fait partie de mon travail de court-circuiter le chemin qu'elle pensait que j'allais prendre. Et puis après, oui, j'ai un petit cercle, un éditeur ou deux, une libraire ou deux, voilà, qui vont me faire des retours, ou des proches qui sont aussi écrivaines. Alors, depuis que j'ai fréquenté un peu beaucoup d'auteurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait deux distinctions entre ceux qu'on appelle les jardiniers et ceux qu'on appelle les architectes, ceux qui préparent un plan de manière assez, je veux dire, parfois obsessionnelle, et puis ceux qui se jettent dans l'écrit sans savoir où ils vont aller. Dans quelle catégorie vous êtes? Un peu les deux. J'ai besoin d'avoir la fin, j'ai besoin d'avoir la scène de fin, j'ai souvent la dernière phrase avant de démarrer. Alors ça, je dirais que c'est peut-être la caractéristique qui doit vous faire pencher du côté de l'architecte. Oui, mais après, j'ai pas de plan particulier, et je sais plus ou moins où je vais passer, mais j'ai pas de plan détaillé. Pour une maison jaune, j'avais fait une frise chronologique, parce que là, comme on était sur à peu près 70 ans, 3 périodes distinctes, 3 fois des histoires dans la même maison, et il y a des personnages qui passaient d'une époque à l'autre. Alors là, il fallait être sûr qu'on soit juste en termes d'âge, en termes de positionnement social, etc. Mais sinon, j'y vais un peu, voilà, j'y vais avec mon bagage, sachant plus ou moins comment ça va se passer. Et puis je me laisse un peu surprendre. Mais il y a une trame, mais pas un plan défini.
Hier, j'étais avec mon paysagiste et je lui ai demandé à 10 ans qu'est-ce que vous vouliez faire. Et il m'a dit, ah mais j'ai toujours voulu être paysagiste, je suis dehors, j'ai ce contact avec la nature, etc. Est-ce qu'à 10 ans, Abigail Seran voulait devenir d'abord juriste? Non, je ne voulais pas devenir juriste, je voulais faire des lettres. Et puis la vie a fait que vraiment, pratiquement au moment de l'inscription à l'université, j'ai bifurqué. Je me suis dit que le droit me donnerait peut-être la rigueur qui me manquait. Et je pense que j'ai eu raison, parce que je pense qu'une maison jaune, je ne l'écris pas si je ne suis pas juriste à la base. Et puis je trouve que le droit, c'est un domaine qui est assez magnifique, parce qu'en fait, on peut en faire énormément de choses. On fait du droit dans des contextes tellement différents. Personnellement, j'ai travaillé dans le monde bancaire, j'ai travaillé dans le monde associatif, j'ai travaillé dans le monde syndical. Voilà, c'est tous des domaines. J'ai eu mon propre cabinet juridique. Donc, à chaque fois, j'ai pu travailler dans des domaines différents. Et puis alors, j'ai quand même entendu que vous vouliez faire les lettres à 10 ans. Votre premier livre, c'est quoi votre premier livre? C'est une bonne question. Je pense que c'était une BD de Boule et Bill, mon premier livre. Et je me souviens de la sensation de la découverte de la lecture le jour où j'ai pu commencer à lire dans les bulles. Et ça, c'est un super souvenir. Tout d'un coup, cette accessibilité de l'écrit, c'était assez génial. Mais en fait, aujourd'hui, vous êtes à la MEL, que vous écrivez, que vous connaissez pas mal le mode de l'édition et tout ça. Vous vous dites, vous reportant à la petite fille que vous étiez, finalement, vous avez été fidèle à quelque chose qui a germé en vous jeune. Probablement. J'y suis revenue, j'ai fait des grands détours avant d'y arriver, mais oui, probablement. Et c'est ça qui est marrant, c'est que finalement, je suis restée dans le monde juridique pendant presque 20 ans. J'ai mis extrêmement longtemps pour m'en affranchir, pour me donner le droit de faire d'autres choses. Et puis, sans jeu de mots, hein. Oui, c'est vrai. et puis voilà. Puis je pense qu'aujourd'hui, je suis probablement pas si loin de ce que j'aurais pu envisager comme une petite fille. Même si j'avais pas de rêve défini, j'avais aussi une petite volonté d'être danseuse étoile. Ça s'est écarté assez vite. À 15-16 ans, ça a été fini. Et puis alors, il y a un pays qui vous a marqué quand même. Hein. On veut parler un tout petit peu, parce que si j'ai à côté de moi Abigail Seran, je ne parle pas de l'Irlande, j'aurais sûrement manqué quelque chose. Alors moi qui connais rien de l'Irlande, que diriez-vous qui me pousse à aller vers ce pays? D'abord, on parle de quelle Irlande? Alors, on parle d'une Irlande, de l'Irlande, de la République d'Irlande, donc de l'Irlande du Sud, même si les Irlandais diront que c'est un pays uni. Si on prend l'équipe de rugby, on est en plein tournoi de destination. Je rappelle que l'Irlande, l'équipe de rugby est une équipe de l'île d'Irlande, quel que soit d'ailleurs le morceau de pays, Irlande du Nord et République d'Irlande. Et puis c'est une rencontre assez magique dans ma vie. J'ai eu l'occasion entre 2015 et 2016 d'y habiter une petite année. Et ça a été vraiment une incroyable découverte de vivre dans ce pays pendant plusieurs mois, parce que le pays est magnifique, donc les paysages sont vraiment somptueux, mais aussi parce que les Irlandais sont des gens absolument incroyables et formidables. C'est un pays de migration 70 millions d'Irlandais, de personnes dans le monde se disent d'origine irlandaise, quand il y en a 5 millions dans le pays. C'est complètement fou. Et puis c'est un pays où la nature est dure. Ça peut changer toutes les 10 minutes. On passe du grand beau, comme aujourd'hui, à tout d'un coup des trompes d'eau. Et donc en fait, il y a une réactivité. Il faut être réactif. Si on dit je sors au soleil, c'est maintenant. En 5 minutes, si ça se trouve, c'est trop tard. Et ça apprend aussi une certaine forme de résilience. Et il y a une gentillesse des Irlandais qui est absolument incroyable, une sollicitude. J'ai noué des amitiés très fortes en Irlande grâce à ce lien-là. Est-ce que c'est un sujet tabou, ce qui s'est passé avec l'IRA, cette guerre pour l'indépendance, etc., cette confrontation entre catholiques et protestants? Est-ce que vous l'avez ressenti à un moment ou à un autre durant votre séjour? Oui, parce qu'en fait,
on a vécu les 100 ans de l'Easter Rising qui est en fait le début de l'indépendance, de la guerre d'indépendance irlandaise. Donc on a eu l'occasion d'en parler. Cette partition de l'Irlande est encore très à vif. En même temps, il y a eu cette phase de réconciliation ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'avec le Brexit, il y a des plaies qu'on pensait un peu cicatrisées, dont on a découvert le fait qu'elles étaient encore à vif. Donc je pense que c'est encore très présent. C'est une problématique qui est infiniment compliquée et c'est très fort. J'essaie toujours en fin d'entretien de ramener à une question d'actualité et j'étais en train de me demander, est-ce que l'Irlande, de par cette scission intime qui a été la sienne et qu'elle a tenté de résoudre et qu'elle a résolu à travers cette histoire qui est un peu celle de notre génération, on va dire, on l'a parcouru avec, est-ce que cette Irlande-là, elle n'aurait pas quelque chose à apporter de spécifique à la Palestine? Probablement, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore réglées. On a vu, il y a un parlement en Irlande du Nord, ça a été très compliqué. Le DUP, qui est le parti unioniste, a bloqué un certain nombre de choses. On n'a pas résolu, avec le Brexit, on n'a pas non plus résolu la question de la frontière, de savoir si elle est terrestre ou bien maritime. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur cette question-là. Donc, à la fois oui, et à la fois, on voit que c'est infiniment compliqué. Même quand toute l'Europe a accompagné le processus, a mis beaucoup d'argent aussi pour que le processus de paix se fasse, c'est encore pas résolu. Et je pense que là, ces problématiques de scission de territoire et de savoir à qui on veut se raccorder, c'est vraiment pas ça. Et puis, pour être encore plus spécifique, si vous deviez dire quelque chose, on va dire, de non banal sur ce qui se passe à Gaza et en Israël, qui pourrait faire changer les choses, ça serait quoi? Parce que finalement, quand on aborde ce genre de sujet, nous, Suisses, probablement c'est inscrit dans nos valeurs, parce qu'on a ces valeurs de consensus, de démocratie, de discussion permanente, très lente, etc. On s'en échappe à cause de la neutralité, on se dit ne touchons pas trop à ça et on se sentira mieux. Et on sent que même dans les familles ici, lorsqu'on aborde ce sujet, ça peut être incroyablement conflictuel et que finalement il y a une sorte de silence qui s'installe, le silence étant peut-être le pire, parce que finalement en Irlande, c'est pas le silence qui a permis aux Irlandais de se côtoyer plus ou moins amicalement aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous diriez sur ce qu'on connaît de Gaza, d'Israël et de la Palestine? Je reprendrai, je crois, des propos d'un diplomate, alors je ne me souviens pas lequel, mais je crois que c'est un diplomate français qui disait à un moment donné, il faudra que ce soit la place de la diplomatie et plus du conflit. Et si c'est la place de la diplomatie, on ne va pas chercher à savoir qui a raison ou qui a tort, mais on va essayer de construire l'après. Et je pense qu'aujourd'hui, ce conflit, il est terrible. Ce qui s'est passé le 7 octobre est terrible. La guerre actuelle est terrible. Enfin, il n'y a pas de mots pour dire ce qui se passe. La seule chose, en tout cas en tant qu'Européen, j'ai l'impression, même si je ne peux absolument pas juger parce que je pense que je n'en ai ni les compétences, ni le savoir intime de ce que les Gazaouis et les Israéliens vivent, c'est est-ce qu'à un moment donné, on aura la place pour la diplomatie et pour ne pas chercher des coupables et des responsables, mais pour pouvoir essayer de cohabiter en paix. Comme on l'a fait dans d'autres conflits, où à un moment donné, on a quelque part acté ce qui était, et puis on a essayé de construire quelque chose pour le vivre ensemble pour la suite. Mais c'est évident que les blessures sont tellement énormes que ça va être très très compliqué. Les Irlandais ont dû faire ce chemin-là. À un moment donné, de plus chercher des responsabilités, de dire mais bon voilà, on a un cessez-le-feu, on va construire ensemble, et puis on va être dans un mode réconciliatoire sans avoir véritablement pardonné, mais en disant on laisse ça derrière nous pour essayer de vivre en paix et pacifiquement. Mais on voit que voilà, ça ne résout pas tout, et c'est vraiment pas facile. Mais je trouve que je suis bien mal placée pour me prononcer sur un sujet de cette gravité si
les politiques et la diplomatie aujourd'hui n'arrivent pas à résoudre le problème, je pense que moi j'ai l'impression que vos mots que je vais transmettre à un ami palestinien très sévère envers Israël, que d'autres défendent avec la même ténacité, ces mots-là, je trouve que c'est peut-être une ouverture vers quelque chose de nouveau. Alors pour terminer, vous auriez peut-être une musique irlandaise à proposer que je pourrais mettre à la fin, qui vous vient à l'esprit, ou bien un autre morceau, mais je fais de l'irlandaise. Je pense, alors l'année dernière, j'ai vécu le Mouton Vert grâce à Damien Lui, qui a mis en place, avec le chœur du collège et avec la troupe du collège, on a eu la chance d'avoir de la musique irlandaise jouée par Xavier Moyen et tout l'orchestre qui était autour de lui. Et la musique qui me vient, qui est peut-être un des hymnes les plus célèbres de l'Irlande, c'est Molly Malone, parce qu'elle est connue partout et puis que c'est une des... je connais pas alors. Ouais, c'est vraiment Molly Malone. Voilà, Molly Malone, qui est une des grandes figures je vais essayer de retrouver ça. Et puis, merci pour ce moment, Merci. Abigail Soro. Merci beaucoup.